Philippe Hénarejos, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous êtes spécialiste d'émissions Apollo, et vous avez sorti un livre il n'y a pas longtemps intitulé « Ils ont marché sur la Lune », publié aux éditions Belin. Alors pour commencer, il y a 50 ans, les hommes marchaient sur la Lune. Au total, ce sont 12 astronautes en 6 missions qui ont foulé la surface lunaire. Pourtant, hier comme aujourd'hui, on n'a Dieu que pour Apollo 11, Armstrong et Aldrin en particulier. Apollo 11 était-elle la mission la plus importante du programme Apollo? Les autres étaient moins importantes qu'Apollo 11 par exemple? Alors Apollo 11 n'était pas la mission la plus importante. Par contre, c'est la mission forcément qui est restée la plus célèbre, parce que c'est la première fois que des hommes marchaient sur la Lune. Et à ce titre, c'est une mission qui ne ressemble à aucune autre, au sens où c'est plus qu'une mission spatiale, c'est plus qu'une tentative d'atterrissage, c'est plus qu'un test technologique, c'est l'achèvement d'un rêve millénaire. Donc au cours de cette mission, qui a pu être suivie en direct à la télévision et à la radio par des centaines de millions de personnes, c'était tout le monde qui s'intéressait à ça. Pas simplement les passionnés de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale ou simplement des vols spatiaux humains. Tout le monde était concerné, tout le monde regardait ça. Donc à ce titre, Apollo 11 est une mission qui dépasse totalement le cadre de l'exploration spatiale. C'est un événement mondial en fait. C'est peut-être l'événement positif mondial qui a été le plus retentissant du XXe siècle. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de l'histoire, sans doute on retiendra Apollo 11 comme étant la plus importante. Par rapport au programme Apollo, non, ce n'est pas la plus importante, parce qu'au contraire, c'est une mission qui n'est pas d'exploration. Le but, c'était de se poser sur la Lune. Le but, c'était de montrer qu'on pouvait marcher sur la Lune, travailler sur la Lune. Tout ça en prenant le minimum de risques possible, puisqu'on était quand même, on faisait un petit pas dans l'inconnu, un grand pas dans l'inconnu même. Donc le but, c'était de tester ça et de repartir en préservant la vie des astronautes. Donc en termes d'expérimentation scientifique ou d'exploration, ça se résume à très peu de choses. Armstrong a quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour ramasser des échantillons, c'était sa tâche. Aldrin, lui, était là pour apprendre à marcher sur la Lune. Il était là aussi pour faire un petit forage. Ça n'a pas trop bien marché parce qu'il devait planter des tubes de carottage. C'était très dur le sol, donc ça c'est première découverte, première déconvenue. Et puis c'est tout, et on repartait. Donc d'un point de vue de l'exploration spatiale, non, Apollo 11 c'est juste le premier pas et ce n'est pas la mission la plus importante. Et pourtant les gens se sont particulièrement intéressés à Apollo 11 évidemment, de moins en moins aux autres missions successives qui ont suivi. Pourtant les autres missions avaient une importance probablement beaucoup plus importante d'un point de vue scientifique. Oui, mais encore une fois, c'est parce que là, on était dans un événement qui dépassait le cadre de la simple exploration spatiale. Tout le monde, le Kidam, s'intéressait à ça parce que on allait réaliser quelque chose qui semblait jusque-là impossible, que des générations de gens avaient rêvé, mais tout en sachant que c'était impossible, tellement c'était difficile et loin. Donc il y a eu un engouement extraordinaire, c'est une explosion gigantesque, c'est bien plus que les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot. Tout le monde regardait ça, tout le monde en parlait, et c'est normal qu'ensuite l'exploration, qui allait pourtant être plus approfondie et peut-être plus spectaculaire par les sites choisis et par les parcours qui ont été faits par les astronautes sur la Lune, eh bien c'est normal que cette exploration reste dans l'histoire. Et c'est aussi normal que tous ces gens qui finalement s'intéressaient assez peu naturellement à l'exploration spatiale s'en désintéressent après, parce qu'après tout, quand vous avez fait Apollo 11, il y a peut-être Apollo 12 4 mois après, mais au fond, c'est la même chose, c'est des hommes qui marchent sur la Lune. Donc c'est déjà vu, ça commence à être une histoire de train qui arrive à l'heure, finalement. De façon très générale, au final, qu'est-ce qu'on a appris en allant sur la Lune, au travers des 6 missions à Apollo On a appris essentiellement notre histoire. C'est pas rien. Jusqu'aux missions Apollo, les scientifiques ne possédaient aucun échantillon de roches d'aucune autre planète. Et il faut remarquer qu'en 69, les échantillons les plus anciens de roches terrestres n'étaient pas très anciens. Je ne saurais pas dire avec précision, mais ça ne devait pas excéder les 2 milliards d'années ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a trouvé des petits fragments beaucoup plus anciens, mais ça demandait beaucoup d'études et des moyens d'investigation
qu'on n'avait pas à l'époque, ou en tout cas des connaissances qu'on n'avait pas à l'époque. Donc à l'époque, on sait à peu près que le système solaire doit avoir dans les 4 milliards et demi d'années. Pour ça, on se base sur la physique que nous raconte le Soleil, mais on n'a pas d'autres preuves. Et là, avec les missions Apollo, pour la première fois, on ramène des roches et on date ces roches. Et on voit rapidement, alors les premières roches ne sont pas les plus anciennes, mais on voit que les premières roches lunaires ramenées ont 3,8 milliards d'années, ce qui explose déjà ce qu'on avait sur Terre. Et donc ça donne déjà une datation. On voit aussi que ce sont des basaltes, c'est-à-dire de la lave. Et la lave, ça raconte que la Lune est un corps assez important, différencié, c'est-à-dire que le cœur a fondu, que les matériaux les plus lourds ont sans doute sombré au centre pour former un cœur dense, par exemple de fer, et qu'il est resté en surface une espèce d'écume qui va constituer des roches cristallines. Donc on sait que la Lune a une histoire géologique. Cette datation, plus cette histoire géologique, plus sa composition, donc ces roches vont parler, pas simplement d'Apollo 11, mais des missions suivantes, et elles vont nous raconter une histoire extraordinaire dont on n'avait même pas idée à l'époque, c'est que la Lune est fille de la Terre, est fille d'un cataclysme entre une protoplanète et la Terre, et ça nous raconte notre propre histoire, ça nous raconte que la Terre a été une planète malmenée au départ, qu'un cataclysme a eu lieu et que ça a formé la Lune, et ça nous a permis, avec les datations, aussi par extrapolation sur les autres planètes comme Mars ou Vénus ou même les satellites de Saturne qui sont très lointains, en comptant le nombre de cratères, etc., on avait un point de référence, un point de mesure, à avoir la chronologie de toutes les planètes du système solaire. Donc ça nous raconte notre histoire, ça nous dit depuis combien de temps les planètes sont là et quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de ces planètes. Et jusque-là, on n'a pas fait mieux, parce qu'en 1972, ça s'est arrêté, l'exploration lunaire. Jusqu'à présent, on n'a pas ramené d'autres roches d'une autre planète, Mars, il faut encore attendre. Et donc, on se fie à ces mesures lunaires pour raconter toute l'histoire du système solaire. C'est pour ça qu'il serait sans doute intéressant d'y revenir, et aussi d'aller sur d'autres planètes. Et alors justement, vous avez dit que le programme Apollo s'est arrêté en 72. Pourquoi est-ce qu'on n'a programmé que 6 missions? Est-ce que les Américains ont obtenu tout ce qu'ils voulaient savoir sur la Lune? Alors les Américains avaient programmé plus de 6 missions lunaires. Alors il faut remarquer déjà que sur les 6 qui sont arrivées sur la Lune, il y en a une qui a échoué, c'était Apollo 13, donc ça faisait 7 missions lunaires, et ça devait aller jusqu'à Apollo 20, donc en fait ça faisait 10. Bon, c'est une grosse machinerie qui a été mise en place, il fallait fabriquer des fusées, fabriquer les modules de commande, les modules lunaires, etc. Et au départ, comme on ne savait pas trop quelle serait la première mission qui allait arriver, il fallait prévoir un peu de marge, et puis avoir un programme quand même d'exploration. Donc ça partait jusqu'à Apollo 20. En gros, il y avait 10 missions lunaires, puisque la première, censée y arriver, c'est celle qui y est arrivée, à poser les patins du LEM sur la Lune, c'était Apollo 11. Mais à mesure que les années ont passé, finalement, le pari de John Fitzgerald Kennedy, lancé en 1961 et 62, c'est-à-dire d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie des années 60, il était gagné. C'était un pari politique et géopolitique, il fallait battre les Russes. Et à mesure que les missions se déroulaient, l'intérêt du public a complètement décru, on en a parlé précédemment, mais aussi c'est quelque chose qui continue à être très coûteux. Et il faut se replacer dans le contexte de l'époque où les États-Unis étaient encore empêtrés dans la guerre du Vietnam. Il y avait des préoccupations ici-bas qui ont fait qu'entre le désintérêt du public, le désintérêt logique des politiques derrière, et les préoccupations sur Terre, les dernières missions ont été supprimées. Donc Apollo 20, 19 et 18 ont été supprimés, ça s'est arrêté à Apollo 17, et avec l'échec d'Apollo 13, ça fait que 6 missions qui sont allées sur la Lune. Du coup, l'intérêt scientifique, en fait, n'a pas réussi à relancer en fait, cette quête pour la Lune, d'envoyer des astronautes dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'y est jamais retourné en fait, depuis les années 70? Alors déjà, à l'époque, les astronautes, à partir de la mission vraiment Apollo 14, ont commencé à faire de l'exploration géologique de la Lune. Ils avaient dans leur sortie, ils avaient plusieurs sorties en scaphandre, ils avaient dans leur sortie la planification d'aller faire au moins une, voire deux, voire trois randonnées assez loin. À la fin, ils avaient une voiture, donc ils allaient assez loin pour aller voir des objectifs géologiques. Et donc, c'était une véritable exploration scientifique, une véritable aventure scientifique. Et malgré ça, David Scott, le commandant d'Apollo 15, voulait vraiment que sa mission place l'exploration au plus haut.
Les moyens audiovisuels à l'époque étaient bien meilleurs qu'en 1969, et malgré ça, il n'y avait pas d'intérêt du public. Donc, par contre, le travail qui a été accompli là-haut était assez formidable. Et donc, naturellement, quand les missions lunaires se sont terminées, les scientifiques avaient quand même amassé 382 kg de roches. Ils avaient des photos, ils avaient d'autres données, parce que les astronautes ont installé sur la Lune des stations scientifiques avec des sismomètres, avec des sondes qui étaient placées à 2 voire 3 mètres sous la surface pour mesurer le flux de chaleur. Ils ont mesuré le champ magnétique, ils ont mesuré tout un tas de choses. Donc les données n'étaient pas simplement des roches et des photos, il y avait d'autres données scientifiques qui leur ont permis de travailler pendant des années, parce que tout ça, il faut le dépouiller. Il n'y a pas unité de lieu et de temps. Quand les astronautes sont sur la Lune et qu'ils cassent un caillou avec leur marteau, ils le mettent dans un sac, et puis il faut attendre qu'ils reviennent, qu'ils soient examinés éventuellement dans un laboratoire, et ça peut prendre des années. Donc entre le moment où il est collecté, le caillou, et le moment où il est étudié, il se passe des années. Il y a des tas d'équipes scientifiques qui proposent des programmes d'études de ces roches, qui sont acceptés ou non, et il faut savoir que l'immense majorité de ces roches n'ont toujours pas été étudiées, parce que certaines ont été mises même dans des containers spéciaux pour les préserver au mieux, et pour attendre que nous ayons de meilleurs moyens d'investigation pour les regarder et pour les étudier sans les détruire, parce qu'au début, les premières méthodes étaient assez invasives. Donc, naturellement, les scientifiques avaient pour des années de travail, et donc c'est un peu normal qu'il y ait eu un désintérêt, et normal aussi que parallèlement d'autres communautés scientifiques aient voulu aller voir Mars ou Vénus ou les planètes géantes du système solaire, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sujet d'étude. Donc il y a eu un creux de la vague assez long, et il a duré jusque quasiment au début des années 2000. Avec des sondes qui sont retournées sur la Lune. Alors avec des sondes qui sont retournées vers la Lune, la première sonde, je crois, à retourner vers la Lune, c'était au début des années 90, c'était Lunar Prospector, quelque chose comme ça, il me semble. Donc elle était, ou Clémentine, peut-être même, Clémentine, c'était la sonde Clémentine, une sonde qui a été financée par l'armée américaine. Mais elle était toute seule à cette époque-là. Elle a fait de la minéralogie à distance. Donc il y a eu quelques sondes comme ça sporadiques à partir des années 90. Mais là, ça s'est un peu plus amplifié. Et surtout, jusqu'à il y a très peu de temps, on entendait beaucoup parler de Mars comme objectif, mais tout le monde s'est aperçu que Mars était loin, dangereux et très coûteux. Et finalement, il y avait un objectif, en tout cas pour des astronautes, qui était beaucoup plus accessible. C'était la Lune. Donc il y a un regain d'intérêt, et si un programme lunaire habité repart, on verra bien. Il est normal que des expériences scientifiques soient montées à bord, et qu'il y ait de nouveau une opportunité d'aller continuer à étudier la Lune, qui n'a pas tout dit encore. Alors jusqu'à présent, il y a eu 6 astronautes qui ont foulé la surface lunaire. Non, 12 astronautes qui ont foulé la surface lunaire. Qui étaient ces personnes? Est-ce que c'était les meilleurs en fait pour accomplir cette tâche? À l'époque, incontestablement, je pense que c'était les meilleurs. C'était des pilotes d'essai, des militaires, donc c'était pas des scientifiques. Mais il faut voir que au moment où le programme Apollo est lancé, en 61 en gros, on sait très peu de choses sur le vol spatial et sur le vol spatial habité. Donc il faut des gens capables d'affronter des situations périlleuses et difficiles à gérer. Il faut des gens capables d'apprendre au point de vue pilotage, avant toute chose. Ça ne sert à rien d'envoyer un scientifique s'il n'est pas capable de se sortir des problèmes qu'il va rencontrer avec son vaisseau spatial. Et donc, fort naturellement, ce sont des pilotes d'essai les plus en pointe qui ont été sélectionnés. Alors, évidemment, il y avait un revers de la médaille, c'est qu'ils n'étaient pas scientifiques. Donc, pour aller faire de la géologie sur la Lune, il a fallu les former. Mais enfin, ce sont des humains, ils étaient assez intelligents, ils étaient capables d'apprendre. Certains s'y intéressaient, d'autres pas trop, mais grosso modo, ils ont appris les rudiments de la géologie, d'une géologie un peu spéciale, une géologie en milieu très hostile, avec un temps limité, où, en arrivant sur un site, d'un seul coup d'œil, ils vont être capables de sélectionner des roches qui leur paraissent intéressantes ou atypiques, sachant très bien qu'ils auront, après leur choix fait, quelques minutes pour travailler dessus, pour les emporter, et qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que s'ils se sont trompés ou s'ils réalisent après qu'il y avait quelque chose de plus intéressant, c'est trop tard, parce qu'on est limité par la quantité d'oxygène qu'on emporte, par le temps qu'on va avoir, et contrairement à ce qu'on peut faire sur Terre, un géologue qui étudie un terrain, s'il se rend compte qu'il a oublié quelque chose ou que quelque chose de plus important était à voir, il peut y retourner le lendemain parce que tout simplement il y a de l'air pour respirer. Sur la Lune, c'est pas possible. Donc ils ont appris
une géologie un peu particulière qui ne se fait pas sur Terre, qui est celle de choisir très rapidement leur cible et puis de ne pas s'en détourner et de mettre tout ça dans le sac, de le documenter comme il faut en fonction de leur matériel et de leurs contraintes techniques et de rentrer. Alors à ce niveau-là, ils n'ont pas fait un mauvais travail quand même. Ils n'étaient peut-être pas aussi précis et pertinents que de vrais géologues, mais en tout cas, ils devaient faire face en même temps à tout un tas de problèmes techniques. Donc, ils étaient, je pense, les meilleurs pour ça. Il ne faut pas oublier que dans la dernière mission, Apollo 17, il y a eu, alors là, pour le coup, un vrai géologue qui s'appelle Harrison Schmitt, et qui lui n'était pas pilote, mais qui est devenu pilote pour pouvoir faire de la géologie sur la Lune. Donc lui a apporté vraiment sa pierre, c'est le cas de le dire, à cet édifice scientifique en faisant des choix encore plus pertinents que ses camarades, en analysant sur place, en se posant des questions sur place, en faisant vraiment le travail d'un scientifique sur place, mais les autres avant lui l'ont fait presque aussi bien quand même. Donc oui, c'était les meilleurs. Alors sur la Lune, ils ont transporté des brouettes, alors la Jeep, vous en avez parlé. À quoi servaient ces objets, ces instruments? Il y en a même qui ont transporté une Bible en microfilm, une petite figurine, une photo de famille, etc. Racontez-nous un peu l'histoire de ces objets. Alors il y a deux catégories d'objets là. Il y a la brouette et peut-être l'appel, le marteau, l'épuisette, ce que vous voulez, et le rover qui est le véhicule. Tout ça c'était des objets utiles qui allaient leur faciliter la tâche. Il faut savoir que jusqu'à Apollo 14, les astronautes se déplaçaient à pied. Et à Apollo 14, les deux astronautes, Alan Shepard et Edgar Mitchell, ont dû aller atteindre un cratère à 1,5 km du LEM, à monter avec un dénivelé de 90 mètres, à pied, en ayant des difficultés à se repérer, en se fatiguant énormément, en tirant leur brouette. C'était déjà un progrès par rapport à juste la trousse à outils à porter à la main, c'était beaucoup plus confortable, mais on voyait toutes les limites de ça. Donc dès que le LEM a été survitaminé, où il a eu plus de carburant, il y a une deuxième version, donc à partir d'Apollo 15, où il avait plus de carburant, plus d'autonomie en électricité, etc. Il a pu prendre plus de masse, et donc on a pu mettre le rover, qui a facilité grandement la tâche des astronautes. Donc ce matériel-là, tous les matériels que vous pouvez avoir, les espèces d'épuisettes, les râteaux bizarres qu'ils avaient, c'était conçu par des scientifiques pour collecter certains types de roches, pour procéder à certains types d'expérimentations scientifiques. Et évidemment, il y avait le mieux que la brouette, c'était la voiture qui permettait d'aller à des kilomètres sans se fatiguer et en étant en sécurité. Alors ça, c'est le premier type de matériel. Le deuxième type de matériel auquel vous faites allusion, c'est plutôt les effets personnels. Il faut savoir que chaque astronaute avait droit à une petite trousse dans laquelle il pouvait emporter des petits objets personnels pour lui. Évidemment, la masse était limitée à bord, donc il ne s'agissait pas d'emporter des kilos. Mais chacun y est allé de sa petite initiative. Alors par exemple, Aldrin et Armstrong ont apporté des médailles en fer qui étaient gravées avec les noms de victimes de l'exploration spatiale, dont des noms soviétiques. Il y avait celui de Yuri Gagarin. Ils ont failli oublier de le mettre sur la Lune d'ailleurs. C'est au moment où ils repartaient qu'ils ont passé. Aldrin a jeté par la trappe, il était déjà remonté à bord, a jeté par la trappe le sachet à Armstrong qui l'a poussé du pied pour le laisser sur la Lune. Donc il y avait ce genre de choses. Sur Apollo 15 par exemple, il y avait aussi un petit mémorial avec une statuette qui avait été créée par un artiste belge qui était un mémorial aux astronautes disparus. Et il y en avait quelques autres depuis Apollo 11. Donc il y avait aussi des Russes dedans, il y avait une petite liste, je crois qu'il y a 14 noms, avec des astronautes américains et des cosmonautes à côté de la petite statuette. Scott l'a déposée de manière discrète, on l'a su après avec les photos qu'il a prises. Et puis il y avait des objets plus personnels, par exemple Charlie Duke sur Apollo 16 a emporté la photo de sa famille qu'il avait enveloppée dans un petit sachet en plastique, type les sachets qu'on est obligé d'avoir quand on passe les contrôles à l'aéroport, vous savez, pour les produits interdits. Donc un sachet transparent, il l'a jeté sur le sol lunaire. C'était une manière pour lui de dire ma famille est venue avec moi sur la Lune. Donc vous voyez, c'est quelques grammes, c'est pas grand chose. Bon, Alan Bean avait choisi sur Apollo 12 d'emporter un retardateur pour essayer de faire une photo où les deux astronautes auraient été en même temps sur la photo. Manque de peau, il n'a pas trouvé au moment de faire la photo, et puis quand il l'a trouvé, c'était trop tard, donc il l'a jeté sur la Lune. Donc il y a des petits objets comme ça qui étaient des choses personnelles. David Scott sur Apollo 15 a aussi amené une plume de faucon, et il a fait une expérience
expérience scientifique, celle de Galilée, qui théorisait à l'époque, au XVIIe siècle, qu'une boule en métal et une plume, si on les lâchait sans atmosphère, toucherait le sol de la Terre en même temps. Bon, sur la Terre, on ne pouvait pas faire ça. La plume, évidemment, prend appui sur l'atmosphère et va flotter un peu, va être retardée, et la boule en métal va tomber, va toucher le sol avant. Donc Scott a refait de manière pédagogique devant la caméra de télévision cette expérience avec un marteau de géologue, quelque chose assez lourd, et la plume, il les a jetés, et on voit que la plume touche le sol en même temps, parce que sur la Lune, il y a de gravité, mais il n'y a pas d'atmosphère. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, il y en a certainement d'autres, mais je les oublie, mais eux avaient des petits effets personnels qu'ils pouvaient transporter. Certains des objets qu'ils ont amenés sur la Lune, ils les ont ramenés sur Terre aussi, mais ceux que j'ai évoqués sont restés sur la Lune. Quelle serait la destination en fait pour les futurs astronautes maintenant? Est-ce qu'on reviendrait sur la Lune ou est-ce qu'il y aurait d'autres destinations qui seraient plus percutantes, alors d'un point de vue politique ou même scientifique évidemment? Il paraît inévitable que les astronautes repassent par la Lune. Parce que ça reste malgré tout le corps céleste le plus proche et celui qui va permettre éventuellement de tester des technologies et des moyens pour aller plus loin. Et plus loin, il n'y a pas énormément de destinations. Plus loin, c'est Mars. On peut imaginer les astéroïdes. Un temps, la NASA avait imaginé d'aller s'approcher d'astéroïdes géocroiseurs. Pourquoi pas? C'est tout à fait envisageable. Les astronautes pourraient y aller directement sans passer par la Lune, parce que là, ce serait de la microgravité, c'est une mission un peu longue, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire. Bon, pour l'instant, ça n'est pas retenu, mais c'est tout à fait possible. Mais Mars, il faut bien comprendre que c'est une destination, c'est la destination la plus logique après la Lune, et ça reste loin, cher, compliqué, c'est pas au point, ça va être dangereux, donc ça demande d'infinies précautions, et ça demande un peu de se remettre peut-être à jour dans l'exploration planétaire. Et il n'y a pas de terrain finalement plus facile pour s'entraîner à ça, pour tester des choses que la Lune, qui est à côté. C'est dangereux la Lune, mais on y a déjà été, donc on connaît les pièges, en tout cas les pièges principaux, et on va pouvoir expérimenter sur la Lune des choses qu'on fera sur Mars. Tout cela avec un budget raisonnable. Actuellement, les États comptent leurs sous. On n'est plus dans la guerre froide où les États-Unis vont dépenser 3% de leur PIB pour essayer de vaincre les Russes. Donc tout le monde compte les sous et donc pour aller sur Mars, ça serait de très longue haleine, ça ne se ferait pas en 10 ans, enfin pas aujourd'hui, pas dans le contexte géopolitique aujourd'hui. Donc à peu de frais finalement, la Lune reste un objet géopolitique intéressant et puis scientifiquement c'est encore valable, même si Mars serait sans doute plus intéressante. Et puis c'est moins risqué, c'est moins cher. Donc a priori les astronautes vont retourner sur la Lune avant d'aller ailleurs. Les Américains ne remettront plus 3% du PIB pour revenir sur Mars ou pour revenir sur la Lune ou pour aller sur Mars. Mais est-ce que justement des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, etc. pourront justement remplacer ces agences internationales? Alors il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans le spatial, ce sont des acteurs privés. Il y avait déjà des acteurs privés, il ne faut pas oublier que le module lunaire d'Apollo a été fait par une société privée qui s'appelait Grumman, qui faisait des avions. Boeing avait fabriqué des éléments de la fusée Saturn V, etc. Mais à ce moment-là, dans les années 60, les acteurs privés agissaient uniquement comme sous-traitants de la NASA. Alors, la NASA leur passait une commande pour fabriquer tel ou tel élément du programme lunaire qui était imaginé à la NASA. Non, la NASA restait maître d'œuvre. Aujourd'hui, il y a des acteurs privés qui arrivent, comme SpaceX d'Elon Musk, qui sont sous-traitants parfois de la NASA, ça arrive, mais qui ont décidé de faire eux-mêmes tout ce qu'il faudrait pour lancer des choses dans l'espace et fabriquer des vaisseaux spatiaux et aller explorer. Et Blue Origin est de la même veine. Il y a quand même une différence entre SpaceX et Blue Origin, c'est que SpaceX, ça veut dire quoi? Ça veut dire Space Exploration. Et Elon Musk, qui est un milliardaire, il a un rêve, c'est d'aller coloniser Mars. On peut en penser ce qu'on veut, on peut même disserter là-dessus, mais lui, il ne cherche pas à faire encore plus de milliards, il les a déjà. Ce qu'il cherche, c'est pouvoir utiliser ces milliards pour assouvir son rêve de coloniser Mars. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite bisbille entre Elon Musk et les gens de son comité de pilotage de SpaceX qui, eux,
voudrait entrer en bourse. Lui, il ne veut pas entrer en bourse. Lui, il veut continuer à dépenser les sous, se substituer presque à un État pour aller coloniser Mars. Ça paraît un peu fou parce que la quantité de dollars qu'il va falloir investir pour y arriver seul, ça ne semble pas réaliste. Il faut être clair. Blue Origin, c'est pas pareil. C'est vraiment Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon et de Blue Origin. Lui aussi a beaucoup de milliards, mais lui, il veut continuer à faire du business. Donc, il se pose un peu comme un UPS de l'espace. Il va fabriquer des fusées, des vaisseaux, des cargos. Quand la NASA a dit on veut aller sur la Lune avant fin 2024, il est sorti du bois tout de suite. Il a sorti son projet de Moonlander, de vaisseau de LEM en quelque sorte, mais c'est un LEM sans rien dessus, c'est juste la plateforme, et il a dit vous mettez ce que vous voulez dessus, moi je vous dépose sur la Lune. Lui c'est le transporteur en quelque sorte. Donc il y a ces deux acteurs principaux, il y en a d'autres, mais c'est quand même les deux les plus avancés et les plus solides financièrement. Se substituer à des États pour aller faire un programme spatial complet à destination de Mars, malgré les rêves d'Elon Musk, ça semble improbable. Vraiment, il faut se rendre compte qu'il y a encore un fossé énorme en termes d'investissement, pas simplement en dollars, mais investissement humain. On parlait tout à l'heure du programme Apollo, 3% du PIB, ça impliquait quoi? 400 000 personnes dans différentes entreprises réparties dans tout un pays qui ont collaboré, de près ou de loin, au programme Apollo. Elon Musk, il est très riche, mais il n'aura jamais cette main-d'œuvre-là. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'avec la numérisation, l'informatique, on a besoin de moins de gens. Et puis, on sait beaucoup plus de choses sur l'exploration spatiale. Il y a moins de choses à inventer. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses à inventer pour aller sur Mars. Donc, il va lui falloir un programme à peu près aussi ambitieux, mine de rien. Et on voit mal comment cette entreprise privée peut y arriver seule. Par contre, il est certain qu'elle peut servir de booster, en quelque sorte, à un programme de la NASA. Et c'est justement l'approche de Jeff Bezos qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on voit que quand la NASA fabrique sa super fusée pour aller sur la Lune, la Space Launch System, SLS, c'est long, c'est coûteux et on n'est pas sûr d'y arriver. Eh bien, Bezos arrive en disant « moi j'ai une fusée, je vous transporte ». Donc le privé peut aider comme ça, éventuellement un jour à la conquête de Mars, mais il va y avoir du privé, probablement de la collaboration internationale. Là, il va falloir que les Américains apprennent vraiment à collaborer, parce que c'est un peu difficile pour eux, ils le font, mais c'est toujours sous leur maîtrise d'œuvre, et puis ils tiennent absolument à maîtriser tous les aspects des programmes, donc ça, il va falloir qu'ils apprennent un peu, mais ça sera forcément, vu les coûts engendrés, vu le temps et vu l'investissement humain nécessaire, un long investissement avec plusieurs nations et probablement des partenaires privés. Merci beaucoup.